Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection, travaille à construire cette ultime perfection. Et en fait, c'est le travail constant du progrès humain depuis que nous sommes constitués en humanité, depuis que nous sommes une humanité, une espèce, on pourrait dire, particulière dans le règne du vivant. Et donc nous nous sommes séparés du monde de la nature, des lois de la nature. Évidemment, on est porteur de tout, de bien des choses de la nature, évidemment, simplement le fait de devoir manger, boire, nous alimenter, enfin bref, nous reproduire, tout un tas de choses comme ça, nous agresser les uns les autres, découle de cette origine naturelle. Mais voilà, on a une spécificité particulière. On s'est mis à progresser d'une autre manière et de façon... toutes les espèces progressent, mais l'humanité s'est mise à progresser de façon exponentielle et explosive, on pourrait dire. Et donc, entre ce moment, il y a des centaines de milliers d'années, et aujourd'hui, nous progressons toujours dans une direction. Et cette direction, c'est l'accession à la perfection, à cette ultime perfection dont je parle. Et donc, il y a un sens. Il y a un sens à la création, il y a un sens à l'humanité, il y a un sens à notre vie, puisque notre vie, elle trouve son sens dans le travail que nous fournissons pour cette humanité, pour ce travail vers cette perfection. C'est, à mon sens, le travail, c'est la justification de notre présence sur Terre, c'est de donner notre existence entièrement à cette évolution vers la perfection. Et on le fait gratuitement puisque à la fin de notre existence, une fois qu'on a travaillé, on a fait tout ce qu'on avait à faire sur cette planète, comme les premiers hommes l'ont fait, comme ceux qui ont taillé les silex l'ont fait, nos ancêtres, hein, nos frères, eh ben, ils ont donné leur existence et puis ils sont partis en laissant tout sur place. Alors eux, leur silex, nous, on laisse nos trésors, les maisons qu'on construit, on laisse tout en fait. Donc tout ce qu'on fait, c'est gratos, c'est vraiment altruiste. On est des altruistes et on ne le sait pas. Et c'est dommage de ne pas le savoir parce que on se remercierait les uns les autres. On aurait plus d'égard les uns envers les autres, de savoir qu'on travaille pour nos frères humains, pour nos descendants, pour nos petits enfants, de tous. On travaille pour eux, pour qu'ils puissent vivre en harmonie, en unité totale, donc dans la paix et l'harmonie et la fraternité et l'amour absolu des hommes envers les hommes, et dans un monde entièrement écologique, un monde tout à fait... voilà. Donc ça, je l'explique sur diverses vidéos. Alors là, je voulais reprendre un petit passage de ce que j'ai écouté cette nuit, un podcast des chemins de la philosophie sur les duels de philosophes entre Locke, l'empiriste, et Leibniz, le rationaliste. Et il y a deux intervenants, Marc Parmentier et Paul Rateau. Marc Parmentier, maître de conférence à l'université Charles de Gaulle de Lille 3, Paul Rateau, maître de conférence à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et l'animatrice, c'est Adèle Vendrette. Et c'est d'elle justement que je voulais plutôt parler, parce que ça m'apparaît très intéressant son intervention, très caractéristique
la difficulté qu'on a dans ce monde actuel, et c'est ce que je ressentais quand j'allais à la fac en auditeur libre à Nice, c'est que parler de Dieu, parler de l'âme, parler de sortir du rationnel, sortir de ce monde du scientifique, c'était quelque chose qui était c'était très difficile. Et là, eh bien, les philosophes, les deux intervenants apparemment, pour eux, c'est pas difficile d'aller parler de l'âme. Il s'agit de parler de l'âme là, dans l'esprit. Pour Leibniz, toutes les pensées, c'est comme ça que je l'interprète. Attention, c'est ma façon de penser et l'inverse de l'universaliste. C'est très intuitif. Je connais pas suffisamment les œuvres, même pas du tout. Et donc, c'est que de l'intuition, c'est plus une sorte de ressenti. Et d'ailleurs, même sur ce que je dirais du ressenti, de la façon dont l'animatrice réagit à certains propos. Donc, l'âme, pour Leibniz, apparemment, c'est le divin, c'est lié au divin, et c'est ce qui anime toute notre conscience, en fait. Et à tous les moments, c'est l'âme qui émet les choses. Pour Locke, il est d'accord, en fait, qu'il y a du divin, etc. Simplement, il veut mettre de côté, apparemment, il mettrait de côté cette idée d'âme pour rester sur le mécanisme cérébral, etc., pour pouvoir rester sur le scientifique, en fait, pour que la science soit libre de pouvoir travailler comme elle l'entend. Et on l'a vu sur les siècles qui sont arrivés après Locke jusqu'à maintenant, la science n'est pas encombrée de l'idée de l'âme, de l'idée du divin, etc., etc. Et grâce à ça, elle a développé la science de façon vraiment grandiose, quoi. Et alors, là, et d'ailleurs, ça me fait vraiment penser que l'âme, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Parce que j'ai compris quelque chose après puisque j'ai fait cette expérience d'extase. Quand j'ai fait cette expérience d'extase, le cerveau est vide. Et là, donc c'est un autre état de conscience. Là, par exemple, l'âme agite mon esprit, c'est elle. L'âme est présente, évidemment, dans chacune de mes pensées, dans chaque chose, l'âme est présente. Mais son essence, on l'a que dans l'état d'extase. Dans l'état d'extase, c'est l'âme, c'est ce que Leibniz appelle l'âme, qui anime tout. Et donc, la conscience ordinaire, c'est-à-dire l'ego qui est là, qui est présent, dans l'extase, il n'y a plus cet ego. Et donc, il n'y a plus que l'âme. Mais là, dans l'état ordinaire, il y a l'ego, mais il y a l'âme derrière, qui est présente pour chacun d'entre nous. Il y a l'âme qui est le moteur de la conscience, mais qui est pas direct en somme. Dans l'état d'extase, comme l'ego a disparu, il reste plus que l'âme, et c'est elle qui commente. Là, je vais lancer l'année de toute éternité. La vidéo. Alors, Deleuze évoque dans ce morceau que nous venons d'entendre un texte bien précis, qui est la profession de foi des philosophes, la Confessio Philosophiae, qui est un texte un peu plus ancien que le discours métaphysique. C'est un dialogue
Savez-vous que les rois mages, un atelier d'artistes... Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Qu'on le prenne pour ainsi dire sur le fait, il ne leur est pas possible de rendre compte de ces prétendues contemplations. Que se passe-t-il? Voilà. Il est tombé, comme on dit, dans un sommeil profond. Là, apparemment, elle parle d'un bébé. Bientôt, sa respiration va devenir bruyante. Il va rêver. Regardez-le. Ses yeux bougent sans arrêt. Il assiste, le corps paralysé, à un spectacle mystérieux et passionnant. Parfois, il sourit. Prend l'air étonné ou chagrin. Il répète son rôle de petit homme. Il essaie les mimiques qu'il utilisera plus tard et qui font partie de son capital instinctif. Ses possibilités innées, tout ce pourquoi nous savons qu'il est fait, marcher, parler, aimer, se met en place pendant ces orages, ces épisodes privilégiés d'activités intenses pendant les rêves. Donc il y a l'activité, le creux qui attend d'être comblé par le monde extérieur. Le cerveau est en activité. On ne dort jamais si profondément qu'on ait quelques sentiments faibles et confus, et on ne serait l'âme jamais est toujours à le l'œuvre. grand bruit du monde si on avait quelques perceptions de ce commencement qui est petit, comme on ne romprait jamais une corde par le plus grand effort du monde si elle n'était tendue et allongée un peu par des moindres efforts, quoique cette petite extension qu'ils font ne paraisse pas. Pour vous, la phase paradoxale, c'est presque de l'éveil. Ah, moi, je dirais même, c'est l'éveil, et c'est l'éveil peut-être le plus intense auquel nous soyons soumis au cours des 24 heures. Au cours des 24 heures. C'est démontré absolument par tous les enregistrements qu'on a pu faire sur le système nerveux central. Toutes les aires du cortex cérébral sont dans un état d'excitation considérable, à tel point qu'une stimulation venant de la partie périphérique du corps ne peut pas pénétrer, ou presque, dans le cortex, parce que la place est occupée par une excitation diffuse. Voilà, alors là c'est incroyable, parce que dans l'état ordinaire, là, le cerveau est comble de l'ego. De l'ego, mais de tout ce qu'il engendre finalement, cet ego-là. Et donc, l'activité est totale à ce niveau-là. Dans l'état d'extase, il n'y a plus cet ego. Donc, le cerveau est vide. Mais il n'y a plus que quelque chose, puisqu'on vit quand même dans cet état-là, dans cette semaine d'extase que j'ai vécue, je vivais de façon ordinaire, sauf qu'il n'y avait pas cette agitation du cerveau, ce que tout à l'heure je dois aller rencontrer quelqu'un, tout ça c'est dans ma tête, demain j'ai des rendez-vous, tout ça, tout est là dans cet ego, avec cet ego, tout est présent à ce niveau-là. Quand le cerveau est vide dans l'état d'extase, je peux me lever. Là, je suis dans un état vide, admettons, par exemple, mais j'ai soif, ben hop, le désir de prendre un verre, de boire, et se fait. Je dois me lever, je vois qu'il y a le soleil, j'ai envie d'aller ressentir le soleil, je me lève, je vais ressentir le soleil, etc. Je suis dans cet état. Et dans un état de contemplation, de vision. Donc il y a ce vide et mais c'est là où est l'âme. Et l'âme est dans la construction du bébé où le cortex n'arrête pas de travailler. Il construit en fait le cheminement de l'enfant, de ce qui va devenir dans sa vie, par rapport à ce qu'il avait. Donc c'est un éveil très particulier, puisqu'il survient au moment où nous sommes complètement isolés du monde extérieur. Donc nous ne pouvons être éveillés que sur notre monde intérieur, c'est-à-dire sur le monde de nos fantasmes. Là, c'est les fantasmes, c'est pas transformé et remanié. C'est pas l'âme, on n'est pas au contact de l'âme dans ces...
dans cette, ce qui vient du monde extérieur. Paul Rato, ce qui est assez fascinant, dans les rêves paradoxaux, notamment le thèse dont on parle aujourd'hui, les nouveaux là. essais sur l'entendement humain, c'est qu'on y trouve la notion de virtualité et celle, même si elle n'est pas formulée comme ça, d'inconscient, qui sont des notions qui sont, elles, pour le coup, vraiment contemporaines et qui font sens aujourd'hui, mais qui à l'époque, ne renvoyaient pas à la même réalité qu'elle renvoie aujourd'hui. C'est comme s'il il dépassait toute forme d'opposition entre le sujet et le monde, le rêve et le sommeil, la connaissance et l'ignorance, pour finalement se situer à un point où tout est relié par un fil qui est celui de la perception. Oui, effectivement, là, ce sont des pages tout à fait étonnantes de Leibniz quand on les lit au regard, effectivement, même ne serait-ce même de ce que la science moderne observe, même si on n'a pas besoin de la confirmation de la science pour que les textes philosophiques aient un intérêt, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Leibniz, ce qui caractérise l'âme, c'est son activité permanente. C'est une activité permanente, mais au fond, dont que nous saisissons, que nous apercevons. Ce n'est qu'un terme, l'âme. À l'époque, il parlait de l'âme. On peut parler d'autre chose. On peut parler de... voilà, si ça perturbe la vision de parler de l'âme, évidemment. Et c'est ça le problème, c'est que l'animatrice est bloquée sur le problème de l'âme. Puisque la majorité... En fait, nous sommes en sommeil pour la majorité du temps, si je puis dire. Nous ne sommes éveillés qu'à l'égard de l'attention que nous pouvons avoir d'un petit nombre d'idées, ce que nous faisons actuellement. Et encore même dans ce que nous faisons actuellement... Dans l'instant où ils sont en train de parler, c'est une infime partie de notre travail, de ce qui se passe dans notre cerveau. L'âme, elle englobe toute cette activité. Dans cette activité, il y a la pensée lointaine de la mort, il y a les souvenirs si je vois passer quelqu'un et que tac, ce visage, je suis en train de discuter, mais ce visage m'est familier, tac, il va aller rechercher qui est cette personne, etc. Il est au contact de mon corps qui va envoyer l'envie de boire. Donc il y a toute cette panoplie dans la... Beaucoup de choses dans ce que nous faisons qui échappent précisément à notre attention. Et qui échappent à l'attention. Ces petites perceptions qui s'expliquent précisément par cette thèse métaphysique que j'évoquais, c'est-à-dire que l'âme représente tout l'univers, exprime tout l'univers et tous les mouvements qui s'y passent. C'est là où, bien sûr, c'est pour ça que c'est divin, c'est pour ça qu'elle est divine, parce que l'âme, ce mouvement, ce qu'il y a dans notre tête, c'est l'ensemble de l'univers. C'est ça qui est incroyable, puisqu'on peut penser là, voilà, je peux imaginer avoir une vision de ce qu'est le Big Bang et ce qu'il y avait, et imaginer que Dieu était avant le Big Bang et qu'il a créé ce Big Bang. Et on peut voir, il y a la totalité de tout ça. Et je pense que c'est l'âme de tout être humain qui est comble de tout ça en réalité. Sauf que moi, par inadvertance, je me suis lancé là-dedans et je pense qu'à ça. Et donc, je suis toujours en train de chercher, de voir ça de façon globale, l'univers dans sa totalité, la mécanique universelle. Mais on a tous l'âme n'est pas, en quelque sorte... Elle n'est pas... C'est une différence avec Locke tout à fait majeure, c'est que Leibniz conçoit l'âme pas comme un réceptacle passif, même si Marc a bien rappelé le rôle de la réflexion. Mais ce n'est pas un réceptacle passif des idées qui arrivent, on ne sait pas comment, mais elle est au contraire celle qui les produit. C'est elle qui les engendre, qui les déploie selon un ordre qui fait son identité, qui fait sa nature même. Et elle les déploie sans s'en rendre compte par sa propre spontanéité, c'est le terme même que Leibniz utilise. Et la part qui est aperçue, la part qui est consciente, est évidemment très faible. Et je le répète, y compris dans les activités intellectuelles très poussées. Le mathématicien ne se rend pas compte, même quand il fait des mathématiques, de la part
d'insensible, d'inconscient qu'il y a dans sa propre activité. Donc ce qui se passe avec Leibniz, c'est que le rapport entre... la pensée n'est plus claire à elle-même. Voilà. Marc Parmentier, il nous reste très peu de temps sur cette question du rapport entre la pensée philosophique de l'un et de l'autre de ces auteurs et la science. L'avantage de Locke, c'est que pour le coup, son empirisme accompagne la naissance de la science moderne et de la méthode expérimentale. Et on voit mal comment ça aurait pu être possible juste avec du côté de Leibniz. C'est-à-dire que l'objectif de Locke, c'est ce qu'il dit dans son avant-propos, c'est déblayer le terrain. Donc là, elle va se poser plutôt du côté de Locke, qui est une sorte de base pour le monde scientifique qui va venir, alors que Leibniz veut garder l'idée du divin dans l'idée de l'âme, que le fond de tout ça, c'est divin. Et donc, on va voir comment elle réagit. Déblayer le terrain pour les grands scientifiques présents. Donc Locke veut déblayer le terrain. Newton. Et on voit bien la différence. Pourquoi Leibniz finalement pourra dire nous étions trop différents en principe. Leibniz, parce que voilà. Justement de Locke, ce n'est pas du tout l'âme. Là aussi, il le dit dans l'avant-propos. Je ne veux pas étudier en physicien, en métaphysicien, on dirait, la nature de l'âme. Et voilà. Alors que pour Leibniz, évidemment, la notion d'âme et plus généralement de substance est complètement centrale. Et en ce qui concerne Leibniz, on voit bien quand même là l'avenir qui était réservé à son grand principe de continuité. Ça, c'est quelque chose qui reste tout à fait pertinent, puisque c'est à la fois le principe de continuité explique la continuité entre les petites perceptions et les aperceptions, et puis aussi le fait qu'il y ait une continuité dans la chaîne des êtres, et qui rend le grand mérite de Leibniz, c'est par exemple de reconnaître qu'il y a une forme de perception chez les animaux. Oui, mais alors quelle place reste-t-il pour l'expérience chez Leibniz? C'est ça la question. Mais elle est considérable. Voilà, c'est ça la question. Pourquoi c'est la question? Non, c'est pas ça, c'est la question pour les rationalistes, pour les matérialistes, en somme. Oui, si on ne veut pas entendre parler du divin, évidemment, c'est la question. Mais la vraie question, c'est Leibniz qui la pose. Locke a raison pour la science, pour tout ça, c'est très bien, ça a été parfait, on a développé tout un tas de choses, et si on fait exploser les particules élémentaires pour comprendre la matière, c'est parce qu'on ne s'est pas encombré du religieux. Le religieux qui aurait pu dire « Attention, là, vous allez faire mal à Dieu, vous allez toucher... » Enfin, bon, bref, qui aurait pu mettre des vétos. Donc, c'est tout à fait logique. Locke a sa logique. Il est aussi important que Leibniz. Mais Leibniz englobe le tout dans la chose, le divin. Y compris dans les disciplines formelles comme les mathématiques. Si j'ai pas de figure sous les yeux, je ne peux pas faire de raisonnement de géométrie, parce que la figure... Voilà, donc il y a déjà dans l'esprit, c'est ce que veut dire Leibniz, il y a déjà tout dans l'esprit. Cette âme comporte tout. Et par exemple, je ne peux pas faire de géométrie si dans ma tête, je ne vois pas le triangle. Si j'ai une formule qui correspond au triangle, il faut que j'ai l'image du triangle dans mon esprit. Il faut que j'ai l'image de tout l'alphabet pour pouvoir produire des phrases, des idées, etc., etc. L'élément sensible va être une trace, un caractère. De même, je ne peux pas penser sans caractère, parce que j'ai besoin toujours d'une espèce de ressource sensible pour justement actualiser et mettre en œuvre les principes, y compris les principes les plus formels, les plus logiques qui sont en moi. Quand tu dors, tu pars sans moi. Autant vas-tu, Charlie, quand tu dors. Bon voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. Mais c'était ça qui m'a sauté à l'esprit quand j'ai entendu ce passage de la vidéo. Cette réaction qui a été là, mais c'est ça qui est important.
c'est important, effectivement, pour le monde dans lequel nous sommes. Mais on est en train de changer, de sortir de ce monde. On est en train de passer dans un autre monde. Et d'ailleurs, j'ai posé la question à Google, où va l'humanité? Et il dit, ce matin justement, après je ne sais plus pourquoi, bon c'est en lien avec cette vidéo, j'ai dit, Google, ok Google, où va l'humanité? Bon, ça va, il n'a pas pris là en compte. Et donc il dit, un monde est en train de s'achever et un nouveau monde inconnu est en train d'apparaître. Et c'est ça. Et ce monde inconnu qui est en train d'apparaître, c'est le monde de la totalité. Alors, il dit, c'était le monde, en gros, l'ancien monde, le monde de la... et dont on n'a pas encore le terme. Un nouveau monde est en train d'apparaître, mais on n'a pas encore ça de définition, de mots. Et en fait, c'est le monde de l'unité. Ça pourrait être le monde de l'unité qui arrive. C'est celui-ci, c'est le monde de l'universalité. C'est le monde de la totalité. C'est le monde de... on pourrait évidemment parler du monde du divin qui arrive, qui revient. Mais bon, c'est trop connoté, évidemment. Mais... c'est évident que c'est ça, qu'on est rentré dans cette ère, l'ère de la finalité, finalement, l'ère de la prise de conscience de notre chemin, de notre but, et de ce que nous sommes. Et là, il n'y a plus de souffrance, parce que tout être humain va trouver sa place. Le dernier des derniers de ce qu'on pourrait dire le malfaiteur comprendra le sens de sa présence sur cette, dans l'humanité. Le mendiant comprendra le sens majeur de sa présence dans l'humanité, aussi important que le sociologue qui va écrire sur les SDF. Tout ça, c'est ce que j'ai écrit sur la mécanique universelle. Donc, c'est évident, c'est tout simple. Et donc, on va vers cette unité. Et cette unité, c'est simple. L'homme, une fois qu'il l'a compris, ça devient un agneau. Il n'y aura même pas de difficulté de faire d'un loup un agneau. C'est juste une fois qu'il comprend, il devient un agneau. Ça sera... le passage, il n'y aura même pas besoin d'intervenir sur ses chromosomes ou sur la maîtrise de son tempérament. C'est juste une question de compréhension. On va toucher l'âme, justement. C'est l'âme de l'être humain qui montera à la surface. Et donc cette âme qui est toujours là, finalement, c'est ça. Et cette âme, on est au contact absolu dans l'état d'extase. Et là, on comprend que c'est l'âme qui voit et donc qui est dans l'amour absolu. On peut émaner que de l'amour. Cette expérience qui a duré une semaine, c'était que de l'amour absolu, mais il n'y a pas de terme et ça qui fluctue pas. C'est pas je t'adore, je t'aime et puis le moindre truc, un truc qui dérange. Là, dans cet état-là, il n'y a plus rien qui dérange. On est dans un état d'amour total, absolu. Et ça, c'est l'âme qui anime en fait l'esprit. Donc c'est ça l'âme, en réalité. C'est ce qui excite le cerveau, anime le cerveau, excite, c'est pas le terme, de l'extatique. Dans l'état pur. L'âme pure, c'est ça. L'âme mélangée à l'ego, c'est ce qui se passe là, quand on discute, quand, quand on parle, quand on est en agitation, même sans parler, mais même sans parler, il y a toujours
ça n'arrête pas de travailler dans notre cerveau. Et pourquoi de plus en plus, sur Internet, on voit des techniques pour arrêter de penser, pour aller justement vers cette sérénité et tout. Donc, même le côté laïque, entre guillemets, le côté spirituel, chercher à faire ça. Mais c'est ce que cherche le bouddhisme, c'est ce que cherche l'islam, c'est ce que cherche l'hindouisme, le zen, etc. Et c'est ce que cherchent aussi les sciences, les soins parallèles. Là, ces quêtes d'être soi, on rentre dans cette ère-là. Voilà, mes amis, la fin de cette vidéo. Merci de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.